imagine communément comme étant effectivement un centre, ce sont ces lieux, un peu comme celui-ci. Hein. Alors, on emploie des mots qui peuvent être agora, forum, place de la cathédrale, parvis, beffroi, palais, etc. Ce que vous voulez, place de l'hôtel de ville, bien entendu, selon un petit peu les références de chacun. Mais il est clair quand même que ce point de commandement, on va dire, y compris politique, est celui où les hommes, sur la durée et dans le cadre d'institutions démocratiques, on y reviendra, ont décidé à un moment donné d'organiser leurs activités. Alors presque toutes les civilisations, j'interrogerai naturellement nos invités là-dessus tout à l'heure, partagent un peu cette notion du centre, mais quand même avec des sérieuses nuances et des manières de considérer, ça aussi on va le voir dans un instant. Alors pour nous éclairer dans ce parcours au centre du monde, si vous me permettez l'expression, nous avons invité deux intervenants particulièrement qualifiés. Vous allez le comprendre tout de suite à l'énoncé de leur pédigré, si je puis dire. Monique Louzica-Rossier, vous êtes architecte urbaniste. Vous vivez à Lausanne, en Suisse, et votre pratique professionnelle vous a conduit, jusque, je crois, à la fin des années 90, à développer des projets, ma foi, un peu partout. À Paris, à Chicago, Pakistan, Malaisie, m'a-t-on dit, j'en oublie sûrement. Et surtout, on peut dire que vous êtes aussi une des bonnes spécialistes de la vie asiatique, et notamment japonaise. Vous avez écrit des choses tout à fait pertinentes sur Tokyo. Vous êtes actuellement responsable de recherche et chargé de cours en urbanisme et développement territorial, si je suis bien informé, à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, dont on connaît ici la réputation. Alors vos thèmes de recherche, je ne serai pas trop long, vous en parlerez vous-même, portent notamment sur la question de la densité, hein, les densités humaines et urbaines, la diversité des fonctions. Alors sur cette place, on en est tout à fait convaincu, je pense, porteur, les conditions de la fabrication de la ville, les affectations du sol, etc. Avec, c'est votre spécificité, une approche que je qualifierais de multiculturelle. On verra un peu comment ça s'organise, justement, en Europe, en Asie ou ailleurs. Alors, Michel Lusseau, vous êtes géographe, professeur des universités, vous enseignez depuis 2008, je crois, à l'École nationale supérieure de Lyon. Vous avez été responsable scientifique du groupe Métropole française et mondialisation, ce qui nous intéresse bigrement aussi dans ce sujet, dans le cadre d'une démarche qui s'appelait Territoire 2040, initiée par la DATAR, on connaît bien. Vous avez présidé également le Presse Université de Lyon et vous dirigez aujourd'hui l'Institut français de l'éducation, au sein de l'ENS. Alors, vous avez publié de nombreux ouvrages, articles, vous êtes présent, j'allais dire, dans le débat public, et vous avez publié récemment un livre au titre ambitieux, L'avènement du monde, essai sur l'habitation humaine de la Terre, l'année dernière, je crois. Alors, je vais commencer avec vous, si vous le voulez bien, nous sommes mis d'accord comme ça. J'ai regardé un petit peu, Michel Lusseau, l'étymologie du mot centre, qui vient du latin centrum, mais ça ne nous avance pas beaucoup. Et je me suis aperçu qu'il signifiait au départ quelque chose d'un peu curieux. La pointe du compas, en grec, ça veut dire piquer. Et en sanskrit, alors je sais bien qu'on n'est pas tous familiers de cette langue rare, mais ça signifie une lance. Vous voyez, on est quand même dans un vocabulaire, vous en conviendrez, qui ne demande pas de piquant pour quelque chose qui désigne le milieu d'une circonférence ou d'un territoire. Alors, on disait tout à l'heure en aparté que cette notion est évidemment présente, cette notion du centre est présente dans toutes les langues, dans presque tous les pays. Mais je me demandais, et je vous demande, rassurez-nous, Michel Lusseau, est-ce que cette obsession du centre de la ville est une exception française, ou bien est-ce que de par le monde vous circulez, sur lequel que vous explorez dans vos ouvrages, on partage cette notion, peut-être avec des acceptations, des exceptions plutôt relativement différentes. Michel Lusseau. Vaste question, je vous remercie de me la poser. Mais en même temps, je voudrais d'abord dire que je suis assez ému parce que, n'étant pourtant pas un perdreau de l'année, je crois que c'est la première fois que je suis amené à faire la première partie de Spider-Man. Et donc, je suis assez fier. Il y a un début à tout, je vous félicite. Je conçois la responsabilité qui est la nôtre, chers collègues. Plus sérieusement, quoique, non, le centre n'est pas une obsession française, ni même une obsession européenne, même s'il y a des manières particulières à la France et particulières à l'Europe, sans doute, de poser la question du centre. Mais on pourrait dire que depuis que des choses qu'on peut appeler la ville ou les villes existent dans toutes les sociétés, elles se sont pratiquement toujours définies à partir d'un certain nombre de grands problèmes. Et deux de ces problèmes majeurs sont d'un côté le centre,
et la centralité, et on va peut-être revenir là-dessus parce que peut-être plus important encore que le centre, mot qui renvoie parfois simplement à une approche formelle. Ce qui est intéressant, c'est la centralité, c'est-à-dire c'est l'effet de puissance du centre, hein, ce que le centre permet, ce qui l'autorise, ou au contraire ce qui ne l'autorise pas. Donc la centralité renvoie à l'activité, le centre renvoie plutôt à la position et à la configuration. Hein. Donc je crois que ce qui est intéressant, c'est de bien voir la relation entre les deux, hein, configuration et position, et activité et centralité. Donc le centre et la centralité sont des problèmes majeurs pour toute ville, depuis toujours, depuis l'origine des premières villes. Et il y a d'ailleurs un deuxième problème majeur qu'il importe de citer, même s'il paraît éloigné de ce dont nous parlons ce soir. Deuxième problème majeur, c'est celui des limites. Pendant très longtemps, la ville s'est définie comme une tension entre des centralités et des limites. Centralité qui s'affirmait clairement et limites qui s'affirmaient également tout à fait clairement. Et ça n'est sans doute pas un hasard si ce qu'on appelle la crise contemporaine de la ville, hein, si ce sentiment que nous avons tous de ne plus forcément très bien comprendre ce que l'on continue de nommer ville, mais qui échappe un peu à notre entendement, hein, même simplement dans une petite métropole comme Lyon, hein, puisque à l'échelle mondiale, Lyon est une petite métropole, même si ce n'est pas le cas à l'échelle française. Même à l'échelle de Lyon, il devient très difficile d'appréhender dans sa globalité ce que l'on appelle la métropole de Lyon. Pour tout à chacun, cette chose devient de plus en plus abstraite, difficile à saisir, et difficile à saisir justement dans ses centres et ses centralités et dans sa délimitation. Et on pourrait donc dire que le monde contemporain se caractérise par un bouleversement des centres, des centralités et des rapports qu'on entretient avec ces centres et ces centralités, mais aussi un bouleversement de la relation qu'on entretient avec la limite, puisque justement la caractéristique de l'urbain contemporain, c'est d'être illimité. Et je pense qu'on n'insiste pas assez sur ce jeu en tension entre bouleversement des centralités, bouleversement de la question des limites. Et très tôt aussi, on s'aperçoit que dès que les centres apparaissent, un certain nombre de faits apparaissent du même coup, et que tout de suite, dès les premiers centres, on voit apparaître la problématique du pouvoir. On voit apparaître la problématique de la scénographie de ce pouvoir. Il n'y a pas de centre qui n'aille sans une sorte d'emphase dramatique, de dramaturgie de l'espace. Cette dramaturgie de l'espace peut passer par de l'architecture, comme nous le voyons aujourd'hui, mais elle peut passer par d'autres types de formes. Et ceci même dans les villes où les centres avaient comme caractéristique de n'être pas pleins. On pourrait parler de Tokyo, le palais impérial de Tokyo, qui est un élément très fort dans le fonctionnement symbolique de Tokyo, a comme caractéristique d'être plutôt un vide apparent. Mais son efficacité dramatique est tout à fait extraordinaire, et ce d'autant plus qu'aujourd'hui il est détouré et entouré par des immeubles de très grande hauteur qui font ressortir en quelque sorte la puissance de ce vide. Donc il y a dès le départ quelque chose qui a rapport à cette mise en scène de la puissance. Il n'y a pas de centralité sans mise en scène. Il n'y a pas de centralité sans mise en scène de la puissance, de l'activité, et il n'y a sans doute pas de centralité non plus sans mise en scène de la façon dont les citadins entendent s'approprier ce centre. Le centre est un espace scénique où il n'est pas. Et là où nous sommes ce soir particulièrement, mais pas simplement ce soir, cette idée d'espace scénique est particulièrement forte et judicieuse, puisque ce qui le caractérise, c'est justement d'être une scène urbaine. Donc nous voyons aussi que très vite, les problématiques de centralité font la place belle, si j'ose dire, aux problématiques d'activité, aux problématiques d'échanges commerciaux et aux problématiques de sociabilité. Donc en fait, dans l'histoire des villes, ce qui fait que les centres sont les centres, je dirais que ça se fixe assez vite.
et que depuis quelques milliers d'années, nous vivons des modulations évidemment très particulières. Il ne s'agit pas de dire que le centre urbain contemporain, c'est exactement la même chose que celui de la ville indienne de Mohenjo-Daro, qui a été considérée comme une des premières villes archéologiquement repérées, ou comme l'Agora d'Athènes. Ça n'aurait aucun sens de faire ces anachronismes-là. Et je trouve que c'est intéressant de voir que dès le départ, il y a une sorte de relation consubstantielle entre l'idée même de ville et l'idée même de centre et de limite, et que, j'allais dire, les termes de l'équation sont déjà posés. Alors, il y a peut-être des moments de rupture dans ces continuités longues que vous évoquez. On peut évoquer effectivement la destruction, par exemple, d'un certain nombre de remparts et de fortifications, c'est bien connu. Il y a aussi, bien entendu, l'impact de la révolution industrielle, qui exige aussi de développer de nouveaux espaces, d'urbaniser de nouveaux espaces en périphérie ou dans les villes. Est-ce qu'à un certain moment, le centre n'est pas quand même très affaibli du point de vue de ce que vous décrivez, d'ailleurs, ces véritables fonctions centrales de l'exercice du pouvoir? On arrive, par exemple, dans l'après-guerre français, avec, pour prendre l'exemple français, avec des villes qui sont dans des positions qui perdent de la population, une chute démographique, etc. Comment on pourrait caractériser ce moment-là? C'est une période de renouvellement? C'est l'échec de certaines formes de la centralité? Comment vous le percevez? On aurait du mal à parler d'échec parce que parallèlement, une des caractéristiques du monde urbain contemporain, sous toute latitude et quel que soit l'endroit où on porte son regard, c'est plutôt une sorte de succès invraisemblable du centre et de la centralité. Ce qui frappe plutôt, c'est la prolifération des centres. On pourrait dire qu'il y a désormais des centres partout. Monsieur le maire de Villeurbanne tout à l'heure a juste raison à parler de multicentrisme. On est même au-delà du multicentrisme. Aujourd'hui, on est dans le polycentrisme, et même au-delà sans doute. Certains géographes, j'ai proposé l'expression hétérocentralité pour dire qu'en fait, il y avait dans le moindre amas urbain une effusion de centres, une multiplication insensée de centres. Donc nous ne sommes pas dans une période de crise de centralité. De ce strict point de vue-là, nous sommes au contraire dans une période où, malgré l'illimitation urbaine, la centralité a fait mieux que résister puisqu'elle s'est complètement redéployée à de toutes autres échelles. Il y a des centres partout. C'est d'ailleurs un des problèmes que nous avons, et là encore Jean-Paul Marat l'a bien dit, s'il y a des centres partout, comment parvenir à spécifier chacun de ces centres par rapport aux autres? Puisque s'il y a des centres partout, ça ne condamne pas à ce que ces centres soient partout les mêmes. Et donc il y a un autre type de démarche qui est à entreprendre. Alors, s'il fallait parler d'échec relatif, encore je n'aime pas trop ce mot, il faudrait néanmoins insister sur le fait que ce qui est certain, c'est que pendant très longtemps, il y a eu une relation très forte, j'allais dire très intime, j'ai employé le mot tout à l'heure, consubstantialité, ou c'est dur un vendredi soir, entre la centralité et le pouvoir, et en particulier les pouvoirs politiques. Nous sommes là aussi dans un très bel exemple de cela. Lorsque, il y a 80 ans, on décide de créer cette opération, ça n'est pas pour rien qu'on amasse, qu'on accumule pour faire centre les lieux du pouvoir et les lieux relais de ce pouvoir. Ce qui est certain, c'est que depuis une centaine d'années, depuis sans doute la révolution industrielle, la multiplication des espaces de centralité a fait que les activités de commerce, les activités économiques, sont devenues de plus en plus importantes dans leur capacité à définir d'elles-mêmes des centralités. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, pour le dire de manière un peu différente, si vous voulez inventer un centre, vous n'avez plus besoin du pouvoir politique. Vous n'avez plus besoin de l'affirmation de ce pouvoir politique à travers des lieux. Il vous suffit de faire un shopping mall, il vous suffit de construire des gratte-ciels qui, cette fois-ci, sont des gratte-ciels qui accueilleront les assurances, les établissements financiers. Il vous suffit de faire un parc de loisirs. Il vous suffit de travailler avec un investissement en capital, quelque chose qui pourra faire centre, c'est-à-dire qui pourra attirer les pratiques, puisque un centre, c'est toujours un lieu d'attractivité en même temps qu'un lieu de rayonnement, et c'est toujours un lieu qui fait qu'il y a un maximum d'intensité des pratiques citadines. Qu'est-ce qui différencie cet espace des espaces alentours? C'est la plus grande intensité de la pratique des lieux. Un centre, c'est de la densité,
pas toujours, mais assez souvent, c'est de la diversité, pratiquement toujours, mais c'est surtout de l'intensité. Quand j'essaye de définir le centre, je dis le centre, c'est le maximum de l'intensité de la vie urbaine. Eh bien, aujourd'hui, on peut faire de l'urbain intense, sans pouvoir politique, et sans même se poser, par exemple, la question de la citoyenneté. On peut faire centre sans rapport à la citoyenneté d'aucune sorte. On peut même faire centre dans des sociétés non démocratiques. Il y a énormément de sociétés urbaines non démocratiques qui sont riches de centres très puissants. C'est une chose qui paraissait curieuse et sans doute impensable à une certaine époque de l'histoire urbaine, en particulier européenne. Et là, je pense qu'il y a une rupture. En vous écoutant, je pensais à cette question. Y a-t-il une vie en dehors du centre, en définitive? Même s'il y a plusieurs centres, il faut soi-même rester centre. Alors la question peut se poser dans le cadre d'élargissement, par exemple, de périmètre institutionnel, etc. On y viendra plutôt demain sur les questions de métropole, mais pour une ville comme Villeurbanne, c'était quand même une vraie question. Les gratte-ciels sont plutôt une réponse. Peut-on exister sans le centre? Est-ce qu'il y a des formes d'urbanisation, je pense, en termes de... Vous avez évoqué le polycentrisme, mais ce qu'on appelle aujourd'hui la ville diffuse ou l'urbain généralisé, comment on peut le situer par rapport à cette question du centre? Ça me paraît personnellement très difficile de trouver des imaginaires urbains ou même des cas urbains où aucune centralité n'existe. Il y a bien un cas célèbre pour ceux qui connaissent la science-fiction, qui est un livre d'Isaac Asimov qui s'appelle Sous les feux du soleil, dans lequel cet auteur invente l'utopie d'un espace où les centres sont partout. Mais vous voyez bien que lui-même triche, c'est-à-dire il ne fait pas exister un espace sans centre, il fait exister un espace hyper centré, puisque les centres sont là où sont les individus. C'est-à-dire peut-être une évolution intéressante pour nous. Après tout, les moyens télécommunicationnels contemporains que nous avons tous désormais sur nous et dont nous ne pouvons plus nous passer, peut-être nous font-ils croire, à un moment, nous donnent-ils l'illusion que nous devenons nous-mêmes des lieux de centralité, c'est-à-dire justement des entités qui aspirent et des entités qui redistribuent et au sein desquelles se situe le maximum d'intensité de la vie. Il y a là sans doute une vision un peu extrême, mais qu'il est amusant de mettre en avant. Non, autrement, je ne vois pas comment on pourrait se passer des centralités. Les centralités sont des attracteurs de la vie urbaine. Ce sont des attracteurs de la vie urbaine. Ça ne veut pas dire que chacun doit habiter dans un centre, mais ça veut dire que tout le monde doit composer son habitat avec la centralité. Du coup, ce qui devient intéressant, et c'est peut-être aussi une manière de prolonger la question posée par le maire de Villeurbanne tout à l'heure, ce qui devient important pour moi, c'est à partir du moment où il y a de la centralité partout, on ne peut pas admettre, mais j'allais dire là ce n'est pas quelque chose de scientifique, c'est plus une déclaration de principe presque d'habitant. On ne pourrait pas admettre, on ne pourrait pas tolérer que tous les centres se ressemblent. On ne pourrait pas admettre et tolérer que finalement toutes les centralités soient pareilles, que toutes les centralités soient génériques. Et il y a un risque parce que les grands producteurs de l'urbain contemporain, qui sont aujourd'hui les grands opérateurs financiers et économiques, il faut le savoir, les pouvoirs publics sont de plus en plus, j'allais dire non pas marginalisés, ça serait un peu cruel, mais disons ils sont un peu, en tout cas, déplacés par rapport à leur rôle d'affirmation dans l'affirmation des centralités. Aujourd'hui, ce sont les acteurs économiques mondialisés qui le plus souvent mènent le jeu, mènent le bal. Et ces opérateurs économiques, il faut les comprendre, eux, leur intérêt pour maximiser la rente, c'est plutôt de produire de façon standard quelque chose qui, de manière assez industrielle, va produire du revenu. Donc nous risquons effectivement de voir des organisations urbaines avec des centres partout, ce qui dans une certaine mesure est très bien, beaucoup d'attracteurs pour la vie de tous les jours, mais des centres qui partout sont les mêmes. Et du coup, le vrai travail aujourd'hui, me semble-t-il, de la puissance publique, mais c'est aussi le vrai travail des citoyens, puisque nous sommes nous-mêmes des contributeurs de ces centralités. Le vrai travail, c'est de faire en sorte que chaque centre puisse conserver une spécificité, de faire en sorte que ce centre-là où nous sommes soit incomparable et irréductible à tout autre. Ça ne veut pas dire meilleur que les autres, ça veut dire incomparable et irréductible à tout autre. Et ça nécessite sans doute une réflexion, une mobilisation de beaucoup de personnes.
Merci Michel Dussault. Je vous propose de demander à Monique Lusy-Carrossier de rebondir peut-être sur une question que j'ai trouvée dans cet article sur Tokyo auquel je faisais référence. Qu'est-ce que ça veut dire d'être centre dans un monde en mouvement, hein, que vient d'ailleurs d'évoquer pour partie Michel Dussault, avec effectivement le développement des réseaux numériques, etc., mais aussi avec un petit peu cette mouvance des repères, hein, qui deviennent moins institutionnels, peut-être plus financiers, ou alors des systèmes de repères. On parle des tribus urbaines où les gens ont leur propre centre, peut-être. Quel est votre regard? N'hésitez pas à réagir et si besoin à contredire l'excellent exposé qu'on vient d'entendre. Quel est votre regard un peu sur ce centre en mouvement? Je vous remercie de la parole. Je vous remercie surtout de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis très émue d'être effectivement avec vous au centre de Villeurbanne. Et c'est pas rien, hein, dans ce cadre-là. Il y a beaucoup de points sur lesquels rebondir et puis je vais enchaîner effectivement sur vos remarques. Il faudrait peut-être, il y a une petite ironie dans l'histoire. Quand les périphéries de villes ont été, je dirais, investies par les usines, hein, eh bien, il y a eu des démarches en Europe pour faire en sorte que ces centres-villes se débarrassent un petit peu de la populace, qui n'était pas très agréable. Hein. Voilà. Londres a été très efficace là-dessus, la première. Ensuite, Paris. Et puis, les villes allemandes l'étaient un petit peu moins. Et puis, ils ont trouvé un système pour faire en sorte qu'on puisse déplacer des personnes qui ont les plus au centre en périphérie, c'est-à-dire plus proche des usines pour les faire travailler. On a inventé le zonage. Je viens de travailler sur ce sujet-là et ça m'a beaucoup questionné parce qu'en fait, ça m'a fait réfléchir sur le centre, sur la notion du centre. Et je me suis rendu compte que le centre, et je partage vraiment le discours très, je dirais, très sérieux, hein, de Michel Dussault, mais je me suis rendu compte que le centre, il est essentiellement mobile. Et en fait, on est tous un centre. Voilà. Si on décide qu'on est le centre, ben on est le centre. Voilà. Donc, il est mobile et un centre n'est pas du tout stabilisé par des bâtiments. On peut penser qu'ici, on est dans une magnifique place, elle est vraiment très très belle. Elle est très agréable. On peut dire, mais voilà, on l'a matérialisé, on l'a alourdi, on l'a porté pour des siècles peut-être. Ça restera le centre ici. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Et je crois que le centre, il va alors effectivement où les gens se retrouvent. Alors maintenant, je vais faire un petit détour sur Tokyo, parce qu'effectivement, j'ai travaillé sur Tokyo. Et comme vous le dites, Tokyo a une particularité, c'est que le centre, il est à leur mise en scène, c'est sûr. C'est le palais impérial, c'est un centre vide. Roland Barthes disait, le centre de cette ville est vide, il n'y a rien. Voilà, il n'y a que l'empereur, hein, c'est tout. C'est déjà beaucoup. Et l'empereur, c'était la communication directement avec le ciel. C'était énorme, énorme, très puissant. Par contre, petite remarque, ce n'est pas du tout mis en scène de manière architecturale. Il n'y a pas des bâtiments hauts autour. C'est tout bas, c'est tout. C'est une zone sismique, hein, Tokyo. Maintenant, on sait construire haut, donc effectivement, il y a des champignons qui poussent un petit peu partout. Mais il y a à peine une quinzaine d'années, Tokyo avait à peine, même pas des bâtiments comme on a ici à Villeurbanne. Donc, ce centre de Tokyo, eh bien, c'est un parc vert, place avec la nature, puis des espaces aussi, des anciennes fortifications avec de l'eau, etc. Cette particularité a fait que, en fait, il y a eu tout de suite une mise en place, quand Tokyo a dû se développer pour faire accepter le commerce, rivaliser avec d'autres personnes qui venaient d'ailleurs pour pouvoir commercer, il fallait faire de très très gros efforts, eh bien, il ne s'est pas développé un centre, il y a eu un développement de toute une série de centralités
très différentes des unes des autres parce elles ont été produites par des gens différents. Il y avait des artisans de tel genre, il y avait des samouraïs de tel autre, donc il y a eu toute une série, en fait il y en a 5, 6 à l'origine, qui se sont développés avec des particularités tout aussi importantes. Maintenant, Tokyo, 30 millions d'habitants, il y a une quinzaine de centralités, presque aussi puissantes les unes que les autres, en interrelation. Un point important, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est l'intersection. Et ce n'est pas, en fait, les allées qui mènent au centre. C'est un élément essentiel. Ça veut dire que c'est à l'intersection des choses que l'on va faire en sorte que les gens puissent se retrouver. En fait, là, on est à l'intersection d'un ensemble de rues, mais il y a des axes. Et nous avons une tradition de se greffer sur des axes. Un petit élément, c'est que dans l'élément du centre ou des centres, ils sont souvent bien mis en place parce qu'ils sont planifiés en tant que tels. Et puis, ça donne tout de suite une image sur laquelle on peut s'identifier. C'est une valeur symbolique. Dans le cas de Tokyo, il y a eu des images qui ont été dessinées. Il y a eu des centres formellement dessinés. Il n'y en a pas un seul qui a été réalisé. Donc on est dans une autre logique. Alors je vais peut-être vous dire, vous parlez d'une ville, parce qu'en fait Tokyo c'est pas une ville, c'est presque une centaine de villes. D'ailleurs Tokyo n'est pas une capitale. Elle n'a jamais reçu le statut de capitale. Notion importante du centre. Elle n'a jamais reçu le statut de capitale. Elle est en fait une capitale financière, une capitale économique. On a déplacé les membres du gouvernement, ils y sont. Mais en fait, il y a toujours l'ambiguïté de Kyoto et Tokyo, la ville de l'Est et la ville de l'Ouest. C'est très important. Il n'y a pas un Paris au Japon. Il y a des villes. Je vais vous parler d'une ville de cet ensemble de Tokyoto, on l'appelle, qui s'appelle Kawasaki. Elle a une petite parenté avec Villeurbanne. Kawasaki, elle est 10 fois plus grande, 1,4 million. Elle est une population, elle est aussi 10 fois plus grande, point de vue surface. J'ai regardé la surface de Villeurbanne. Et c'est une ville, en fait, j'y habitais quand j'étais petite. C'était une ville qui était faite de champs, d'usines, je dirais d'un petit peu, un petit peu de tout. Et vraiment, enfin, voilà. On mettait beaucoup de temps à traverser parce qu'on utilisait beaucoup la voiture, c'était très embouteillé, il n'y avait pas très peu de transport public à l'époque. Et cette ville est labellisée négativement parce que, en fait, c'est là qu'il y avait en fait le grand poids industriel de Tokyo. Dans les années 70, il y a eu un niveau de pollution très important, la population a réagi très fortement, et en 5 ans, le gouvernement de l'ensemble de Tokyoto a décidé de déplacer les usines. Donc elles ont quitté Kawasaki et elles ont été mises à un autre endroit. Kawasaki gentiment est sorti de sa torpeur de ville labellisée comme pas du tout un centre, vraiment, elle n'était même pas une centralité, si ce n'est effectivement. Et elle est maintenant un des secteurs de la région de Tokyo, tout à fait intéressant, avec, je dirais, une démarche environnementale importante, parce que, ayant eu des problèmes, si on n'a pas de problème, en fait, on est presque un peu paresseux. Comme elle a eu de très gros problèmes, elle a fait de très gros efforts aussi pour s'en sortir. Et maintenant, c'est une ville qui a peut-être une fragilité que Villeurbanne n'a pas. Elle a une fragilité, c'est qu'elle n'arrive pas à gagner une identité. Alors, j'ai compris, là, en lisant quand même certaines choses sur Villeurbanne, Villeurbanne a une identité très puissante. Et ça, c'est quelque chose qui probablement est un des éléments les plus importants
pour faire en sorte que ça se constitue lourdement comme centralité. On va peut-être effectivement enchaîner et revenir un petit peu à cette idée d'identité, justement, de la ville européenne. On a évoqué les mall centers américains qui sont des lieux de centralité sans être vraiment des centres au sens qu'on pouvait donner historiquement à cette notion. On vient d'évoquer les exemples japonais. Qu'est-ce qui caractérisait et qu'est-ce qui caractérise encore aujourd'hui, si ça existe, le modèle pour Michel Busseau et pour vous-même, le modèle de la ville européenne? Est-ce que c'est un non-sens? C'est des choses qu'on retrouve sous la plume et d'ailleurs dans le discours des hommes politiques, ils restent très attachés au modèle de la ville européenne, mais on ne sait pas trop à quoi ils font référence. Alors, je voudrais que l'un et l'autre, vous me disiez, brièvement, dans la mesure du possible, comment vous ressentez cette question de l'identité, d'existence ou pas d'un modèle de ville européen? Alors, l'identité du modèle de la ville européenne. Elle est très puissante. Elle est très puissante parce que nous sommes très très nombreux à nous identifier à ce modèle, en fait, de pouvoir se retrouver dans des espaces publics où chacun peut s'exprimer, etc. Ça, c'est la vie de la démocratie aussi. Ça, c'est très très puissant. Cependant, on fait une association souvent en tant qu'architecte, je le souligne vraiment, puisque je suis de ce bord-là, hein, on fait cette erreur de dire mais c'est la ville compacte. Ah, voilà, c'est la ville compacte, on va mettre une limite, vous en avez parlé, on met une limite, on met des monuments, on met de l'espace public, et puis on a la ville européenne. Eh bien, vous voyez, je pense, pour avoir passé effectivement dans d'autres régions du monde, la ville européenne, c'est essentiellement son espace public démocratique. Et c'est pas... Il y a une redéfinition de la limite. Ce qui veut dire que je ne suis pas convaincue de pousser à outrance la compacité des villes et de dire, ben voilà, on se limite dans certains territoires. Je suis plutôt de la position en disant mais que chacun, nous sommes en fait des urbains et nous devons, quand nous n'avons pas la chance d'être comme ici à Villeurbanne, dans une structure bien mise en place, nous devons en fait faire émerger, mais pas des bâtiments, etc., mais faire émerger toute une structure, tout un ensemble de systèmes à certains endroits, dans d'autres régions qui ne sont pas nécessairement, puisqu'on est à Lyon, mais je peux être à Lausanne, je pourrais vous en parler du cas de Lausanne, c'est tout petit ça. Eh bien, il ne s'agit pas de se faire un petit périmètre autour de Lausanne, ça veut dire qu'on peut être à une certaine distance et créer de nouvelles centralités avec des éléments, puisque nous avons la chance maintenant d'annuler les distances avec ces petits appareils qu'on a partout. Donc, la ville européenne, c'est la démocratie, et puis c'est effectivement parce que nous, en tant qu'urbains, nous allons produire une manière de vivre à certains endroits. Michel Busseau, votre regard? Alors, moi, je ne pense pas que la notion de modèle de la ville européenne, ou d'ailleurs de ville japonaise, ville chinoise, je ne pense pas que cette notion de modèle tienne, en fait. Je pense qu'il y a des imaginaires urbains qui peuvent être différents selon les cultures, parce que je pense que la ville, c'est finalement une réponse culturellement située dans le temps et dans l'espace à des questions que toutes les sociétés humaines se posent. De la même manière, c'est-à-dire en gros, pour aller vite, comment trouver les formes d'organisation spatiale et sociale qui permettent de maximiser l'interaction entre les individus et entre les activités. Parce que la ville, quand j'essaye d'enseigner la ville à mes étudiants, quand j'en ai encore le temps, je leur dis il ne faut jamais se poser la question qu'est-ce que la ville, mais toujours pourquoi. C'est ça la question qui est intéressante. C'est pas qu'est-ce que la ville, mais pourquoi en est-on amené à organiser ça? Pourquoi faire ce choix et pas un autre? Donc il y a sans doute des imaginaires européens, mais même ça c'est assez difficile parce que je pense je vais introduire un peu de désaccord entre nous, je pense qu'on
on force un peu la réalité. Par exemple, la ville européenne, c'est l'espace public. Soit, mais déjà, par exemple, il faudrait un peu spécifier, parce que si nous étions en Grande-Bretagne, la notion de public n'a pas de sens, en tout cas n'a pas le même sens qu'ici, puisque nous sommes dans un pays de common law. Donc ce qui a du sens, c'est beaucoup plus le rapport au commun, beaucoup plus qu'immédiatement le rapport à ce que nous disons être un espace public. Par ailleurs, je rappelle que la notion d'espace public est un peu problématique parce que, en fait, en particulier en français, on en fait souvent un peu l'équivalent de l'espace d'accès à la citoyenneté, et on s'appuie parfois sur les travaux du philosophe Jürgen Habermas pour justifier ça, sauf que Habermas n'a jamais parlé d'espace public, mais de sphère publique. C'est-à-dire, en fait, d'espace abstrait de la communication libre entre individus. La démocratie, bah oui, mais alors dites donc, c'est un modèle qui n'est pas si ancien que ça, si la ville européenne c'est la démocratie, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que la stabilisation des formes démocratiques, elle a quand même pris du temps. Et pourtant, la ville en Europe a existé avant la démocratie. Jusqu'il y a quelques décennies, tout près de chez nous, il y avait encore des pays furieusement non démocratiques. Et pourtant, il y avait des villes et il y avait de l'urbanité européenne. Je parle de l'Espagne, je parle du Portugal. Il y a des villes russes aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que la Russie soit en Europe, d'ailleurs, et je ne suis pas sûr qu'elle soit un modèle de démocratie. Donc, je pense en fait qu'on est un peu en mal de réponse quand on essaye de se poser cette question. Il faut aller chercher vers d'autres choses. Alors oui, peut-être qu'en Europe a existé, sur la longue durée, transcendant les régimes politiques, un certain type de rapport entre l'élite économique et l'élite politique. Peut-être faut-il aller aussi chercher dans des modalités relationnelles particulières entre des acteurs économiques et des acteurs politiques. Oui, a-t-on peut-être en Europe un rapport particulier à la chose architecturale et bâtie, qui se constitue d'ailleurs assez tôt à la Renaissance, autour de très grands traités qui vont pour plusieurs siècles, comme l'a montré François Schoé dans son livre La règle et le modèle, qui vont pendant plusieurs siècles en quelque sorte stabiliser un corpus intellectuel, formel, j'allais dire visuel, permettant de traiter les espaces, de scénographier les espaces et de faire croire que par ce travail-là, on pouvait arraisonner la ville et l'urbanisation. Ce que tu as très bien dit, c'est-à-dire de faire croire qu'une fois que la forme était posée, la ville était là, une fois que la forme du centre était posée, le centre était là, alors que par définition, une ville ne retient jamais ce qu'elle prétend enserrer, et qu'effectivement, une ville, c'est fait de croisement. Donc moi, je ne crois pas beaucoup au modèle. En revanche, je pense très intéressant de regarder, culture par culture, époque par époque, la façon dont des sociétés règlent des problèmes qui sont finalement des problèmes assez comparables. Et ça évite aussi les anachronismes, parce que s'il est vrai que l'agora athénienne et pré-athénienne est un bel exemple qui doit stimuler la réflexion sur le rapport des individus à la citoyenneté, en même temps, nous serions tout à fait dans l'abus si nous disions que la place Lazare-Goujon est une agora. Elle l'est peut-être métaphoriquement, mais elle ne l'est pas stricto sensu, d'abord parce que si elle était une agora, les femmes, les esclaves et les étrangers, donc métaikon, les métèques, n'auraient pas droit de citer, donc nous ne serions pas dans la même disposition pour en parler. Et moins nombreux. Et moins nombreux et plus à l'aise, donc. Mais néanmoins, il y a peut-être quelque chose qu'on retrouve, mais alors on le retrouve de manière très, très distante, c'est que, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Paul Brett, l'agora, c'est ce lieu vide de tout qui rend possible la rencontre et la discussion entre les individus. Mais voyez, tout ça est travaillé par le temps, par l'histoire, par l'imaginaire. Donc, je préfère réfléchir en termes d'imaginaire, en termes de réponse culturelle, beaucoup plus qu'en termes de modèle. Alors une dernière question avant de vous donner la parole et de prolonger donc la discussion ensemble. On a beaucoup parlé de l'espace, naturellement, de sa dilatation et le rapport au temps. J'avais envie de vous questionner l'un et l'autre là-dessus. On voit par exemple comment la grande vitesse relie bien plus rapidement, 10 fois plus rapidement, deux centres de grandes villes connectées par une ligne à grande vitesse
plus que deux autres centralités secondaires qui vont pas être situées sur les bons réseaux, etc. Ça introduit une hiérarchie extraordinaire, non? Cette distance de centre à centre devient complètement différente. On va beaucoup plus vite aujourd'hui, vous connaissez l'exemple, de Lille à Marseille que, hélas, de Bordeaux à Besançon. Donc il y a une hiérarchie extraordinaire qui se met en place. Est-ce que ça bouleverse pas ce qu'on... Et on en est peut-être au début. Est-ce que ça bouleverse pas ce qu'on vient d'évoquer? Je voulais vous interroger peut-être à l'autre, Michel Musso. Il y a un très intéressant livre d'un Allemand encore, Hartmut Rosa, qui sera d'ailleurs à Lyon en novembre pour une série de conférences qui s'appelle Accélération, histoire sociale du temps, qui montre effectivement que l'accélération est un phénomène qui depuis plusieurs siècles bouleverse nos modes de vie, évidemment. Mais quand vous dites on va de Marseille à Lyon plus facilement, il s'agirait de spécifier qui est ce on. Parce que l'erreur que l'on fait, c'est de croire que ce on, c'est tout le monde. Et c'est tout le monde tout le temps. Non. Comme tout à l'heure, je disais qu'il faut qu'il y ait une variété des centres, il faut qu'il y ait une variété des usages des temps, et il faut qu'il y ait une variété d'individus et de pratiques. C'est-à-dire que ce dont manque peut-être l'analyse urbaine aujourd'hui, c'est d'une subtilité dans l'observation des pratiques urbaines au quotidien des individus, et on s'apercevra que dans une métropole comme Lyon, 1 300 000 habitants, eh bien, il y a une grande variété d'attitudes, d'aspirations, de volontés, une grande variété des rythmes d'usage de la ville, une grande variété des goûts et des dégoûts, des appétences pour les espaces. Et c'est bien cette variété-là qu'il faut permettre à laquelle il faut permettre d'exister. C'est cela sans doute l'enjeu des politiques urbaines contemporaines. Non pas dire le bon centre, le bon temps, le bon rythme, c'est cela, mais proposer des configurations, des propositions d'installations urbaines qui permettent à tous les rythmes, à toutes les temporalités, à toutes les formes de relation à l'espace, à toutes les cultures et à toutes les appétences, de s'exprimer comme elles l'entendent. Et c'est ça le gros enjeu de l'urbain contemporain du XXIe siècle. Et c'est tant mieux, moi je trouve que c'est plutôt bien. C'est-à-dire c'est peut-être de sortir d'une culture univoque, uniforme, monolithique de la ville et de la relation des individus à la ville. Chacun l'utilise un peu à la carte. C'est parfois un peu troublant, mais je trouve que c'est un facteur de richesse. Merci. Alors, même punition pour vous, Monique Cosy-Carrossier. Ce rapport au temps, est-ce qu'il est perturbant, comme l'évoque Michel Musso? Est-ce qu'il est en même temps créatif? Il est essentiel, mais il est terrible parce qu'il produit inévitablement des différences dans les espaces, dans les inégalités d'accessibilité. Et là, on revient dans cette notion du centre que l'on désigne, où on va faire en sorte que tout se trouve à cet endroit-là. Voilà. Et dans d'autres secteurs, eh bien, voilà, il y a moins. Je viens d'un pays où on a tout un ensemble, on n'a pas qu'un seul gouvernement, on a plus d'une vingtaine, les cantons ont chacun un gouvernement. Et puis, chaque gouvernement tient à ce que sa population puisse avoir le maximum de choses aussi au niveau de l'accessibilité, etc. C'est donc ce rapport avec le temps, c'est exactement ça. Ça veut dire que je veux être près de l'hôpital, je veux être près des équipements principaux, je veux être près effectivement des écoles, je veux être près de ci, je veux être près de ça. Alors le gros débat, c'est est-ce que l'on peut offrir à tout le monde ceci? Moi, j'aimerais dire oui. J'aimerais dire oui, mais on ne peut pas l'offrir de la même manière. Et je crois que c'est ça le grand enjeu. Ça veut dire que
se déplacer dans l'espace et vis-à-vis du temps, hein, c'est comment est-ce qu'on l'offre à l'ensemble d'une population, comme tu disais, avec, je dirais, l'attente des uns et des autres. Et je pense que ça, c'est très délicat, c'est très difficile. Alors les politiques, je pense que c'est un enjeu considérable. Et c'est pas nous, je dirais, en tant qu'urbanistes, on peut alors effectivement faire toute une série de scénarios, de schémas, etc. Mais à un moment donné, il y a des choix. Et ces choix-là, ils sont délicats.